Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. L'agression filmée à Reims d'une collégienne de 14 ans par un autre collégien de 13 ans a suscité l'indignation. Hier soir, 4 mineurs ont été présentés au juge pour enfants, l'agresseur présumé, et 3 autres personnes qui filmaient 2 jeunes filles qui ont diffusé cette vidéo et qui n'ont pas porté secours à la jeune victime. Le garçon a reconnu les faits. Il a été placé sous contrôle judiciaire, éloigné de son département, interdit de collège en attendant un éventuel procès, avec obligation de suivre une formation et d'être suivi par un éducateur. On parle de la violence des mineurs. Que faudrait-il faire de plus pour vous? Abaisser la majorité pénale à 16 ans. Là, il a 13 ans. Parce que je crois, mais il doit y avoir des dispositifs spéciaux qui existent entre 13 et 16 ans. Le problème, c'est que la délinquance est de plus en plus jeune, de plus en plus violente. Il n'y a pas de dispositif spécial entre 13 et 16 ans. Violente. Eh bien, il faut en créer. J'entendais Madame Dati en parler il y a quelques jours. Je pense qu'il faut aller vers des dispositifs spécifiques entre 13 et 16 ans et abaisser la majorité pénale à 16 ans parce que aujourd'hui, c'est vrai que la délinquance est de plus en plus jeune et que bien souvent, notamment dans un certain nombre de territoires, on utilise, c'est pas ici le cas spécifiquement, mais on utilise les jeunes, notamment dans les cas des trafics de drogue, parce qu'on sait qu'ils ne risquent rien. Donc il faut aujourd'hui, évidemment, je crois que les mineurs sont responsables d'un tiers des violences à l'intégrité physique qui ont été commises l'an dernier. Donc il faut évidemment prendre des mesures et qu'on sorte de cette culture de l'excuse. D'une manière générale, la justice est gangrénée par le laxisme et cette culture de l'excuse. Là, ce sont des formules. Là, je vous parle d'un... Non, ce ne sont pas des formules. Si, la justice laxiste. Là, il risque 7 ans de prison s'il y a un procès qui a été réduit automatiquement à 3 ans et demi en raison de l'excuse de minorité. Vous voulez revenir sur l'excuse de minorité? Oui, il faut revenir sur l'excuse de minorité. Il faut donc pour cela réformer l'ordonnance de 1945 qui est en vigueur sur la protection des mineurs, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes mineur, vous ne risquez rien. Moi, je crois que lorsque vous êtes mineur, après un rappel à la loi, il faut s'inspirer du modèle qui est en vigueur dans les pays d'Europe du Nord avec un certain succès, c'est d'avoir des peines très courtes tout de suite. Dès le premier acte délictuel que vous commettez très jeune, vous avez une peine, une sanction qui est appliquée immédiatement dès les 15 premiers jours, avec des centres spécifiques. Encore une fois, il s'agit pas de calquer. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de calquer ce qu'on a pour les majeurs aux mineurs, mais il faut évidemment des dispositifs spéciaux, mais surtout il faut que la sanction, elle tombe tout de suite. Vous me dites, la justice laxiste, c'est une formule. Oui. C'est pas une formule. Lorsque l'on voit que à Nantes, il y a quelques jours, un violeur multirécidiviste qui a été condamné 12 fois pour des faits de viol, tentative de viol, condamné à une peine de prison qui a été raccourcie, qui est remis en liberté, qui ressort et qui commet un nouveau viol et qui assassine une adolescente de 15 ans, eh bien, oui, la justice est laxiste. Et nos compatriotes aujourd'hui ont trop souvent le sentiment que la justice se place systématiquement du côté des agresseurs et jamais de celui des victimes. Donc vous êtes pour des peines incompressibles? Je suis pour des peines incompressibles. Nous sommes favorables à la diminution de la majorité pénale à 16 ans. Nous sommes également favorables au rétablissement des peines planchées. Parce que c'est vrai que par idéologie aujourd'hui, des juges sont dans cette culture de l'excuse, ne rendent plus la justice au nom du peuple français, ne protègent plus la société et remettent sciemment en liberté des gens qui présentent aujourd'hui un danger pour la société. Et on voit bien notamment le cas de récidive. J'ai entendu M. Dupond-Moretti nous dire en 90% des cas, les peines sont appliquées. C'est faux, parce qu'il intègre dans ses chiffres les alternatives à la prison. Or, nous considérons en tout cas que la place d'un violeur n'est pas en liberté surveillée, mais bien derrière les barreaux, et peut-être de manière avec une perpétuité réelle en l'occurrence, parce que celle-ci n'est plus appliquée aujourd'hui. Le sujet, c'est la banalisation de la violence chez les mineurs. C'est là-dessus que je vous ai interrogé, décuplé par les réseaux sociaux. Là-dessus, vous proposez quoi? Là, à l'origine de cette dispute très violente, avec cette vidéo, c'était une dispute sur Snapchat. Est-ce qu'il faut réguler un peu plus les réseaux sociaux? Il faut peut-être s'intéresser au rôle des parents, parce que bien souvent, lorsque des jeunes commettent ce type d'acte, ce type de violence, c'est bien parce que les parents ne sont pas derrière. Alors nous avons proposé pendant l'élection présidentielle, c'est une proposition à laquelle nous tenons, de supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsqu'il y a une carence éducative manifeste. C'est assez peu appliqué, non, ça n'existe pas, ce n'est pas appliqué en tout cas. Donc nous sommes favorables à ce que les aides sociales soient coupées lorsqu'il y a une carence éducative manifeste, parce que c'est aussi, pour les parents, même s'il y a plusieurs enfants. Oui, bien sûr, parce que c'est la contrepartie, et qu'on arrête d'expliquer systématiquement que c'est parce que dans ces quartiers, en l'occurrence, il y a de la pauvreté qu'il y a de la délinquance. C'est faux. De la pauvreté, il y en a dans les campagnes, il y en a dans les territoires ruraux, il y en a dans les villes moyennes. Là, on vit très très loin
des grandes villes. Et lorsque vos parents sont derrière, vous ne finissez pas délinquant. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans une cité HLM. Et croyez-moi, je connais beaucoup de gens qui, par une éducation stricte, qui par une attention portée par les parents, ont parfaitement réussi leurs études et n'ont pas fini délinquants. Alors il faut arrêter avec cette culture de l'excuse en permanence. Les mineurs délinquants étrangers, c'est un vrai problème aujourd'hui. Ils étaient présents sur les Champs-Élysées en marge des violences du match Bayern-PSG. C'est insoluble parce qu'ils n'ont pas de papier et parce que les pays d'origine, on ne les connaît pas et il n'y a pas d'expulsion possible. Qu'est-ce que vous proposez pour les C'est mineurs faux. La plupart du temps, les pays, délinquants. on les connaît parfaitement. Mais je veux dire, ça fait des années qu'on évoque cette problématique des mineurs non accompagnés étrangers qui sont ce qu'on appelle des mineurs isolés, des clandestins. Ce sont des gens qui ne sont pas mineurs, qui se font passer pour des mineurs et qui bénéficient notamment d'aide sociale, par l'aide sociale à l'enfance dans les conseils départementaux et qui sont responsables certes d'une poussée de la délinquance et de la criminalité. Je vais juste vous donner un chiffre. Sur la ville de Bordeaux, c'était communiqué par vos confrères, sur la ville de Bordeaux, depuis le mois de janvier, 44% des faits délictuels qui ont été commis sur la ville de Bordeaux sont le fait de mineurs étrangers isolés. Ce qui veut bien dire qu'on a un lien entre la politique migratoire qui est menée de manière totalement anarchique par le gouvernement et évidemment cette poussée de l'insécurité, personne ne le nie. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord, ils sont sur notre territoire, on en fait quoi? ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils se font passer pour des mineurs. Alors d'abord, il faut rétablir les tests osseux parce qu'aujourd'hui, on a très peu de moyens qui ne sont pas efficaces à 100%, nous disent les policiers. Qui sont efficaces. Le seul souci, c'est que le traitement aujourd'hui est extrêmement long. Comme tout, aujourd'hui, pour expulser quelqu'un, le traitement est long. Donc il faut tout faire aujourd'hui pour raccourcir les délais, raccourcir les possibilités de recours et il faut renvoyer ces gens-là chez eux. Nous sommes favorables à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Quand il n'y a pas de pays d'origine. Bah si, il y a toujours des pays d'origine. Ils n'ont pas de papier. Moi, j'ai vu ce cas à Angers, ce Kosovar Absolument. qui a... condamné 6 fois depuis 2 ans pour vol avec effraction, outrage et rébellion, a été interdit 2 fois de territoire. Exactement. Le procureur Pourquoi n'est-il pas est impuissant, il n'y a pas de nationalité. Mais le procureur n'est pas impuissant. C'est une question de volonté politique. On nous dit le Kosovo n'en veut pas parce qu'il serait soi-disant né en ex-Yougoslavie. Je crois qu'on a des moyens de pression qu'on n'utilise pas, et notamment les fonds qu'on donne au Kosovo dans le cadre de sa procédure d'adhésion à l'Union européenne. Bon, nous ne sommes pas favorables à cette adhésion dans l'Union européenne, mais vous voyez bien qu'on a des leviers aujourd'hui diplomatiques qui ne sont pas utilisés. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a supprimé sous son quinquennat la double peine. La double peine, ça permettait, lorsque un étranger était condamné pour crimes ou délits, de pouvoir l'expulser vers son pays d'origine. Or, ce sont généralement des pays à qui nous donnons beaucoup d'argent, notamment dans le cadre de l'aide au co-développement. Donc, il faut rétablir cette double peine. Lorsque vous invitez quelqu'un à dîner le soir chez vous, qu'il casse votre télé, qu'il vole votre téléphone portable et qu'il fout le bazar dans votre appartement, vous le renvoyez chez lui. Eh bien, avec le pays France, ça devrait être la même chose. Donc, nous défendons ce principe de bon sens parce qu'aujourd'hui, c'est les Français qui ont la double peine. Même pour les pays intracommunautaires. Mais même pour les pays intracommunautaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français subissent les crimes, les délits, les violences de personnes qui sont de nationalité étrangère. Et en plus, il faut les héberger et les garder dans nos prisons. Donc, il faut évidemment les renvoyer vers leur pays d'origine. Là, en l'occurrence, et faire preuve d'une fermeté la plus totale. On nous dit toujours qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Je vous rappelle que 23% de nos détenus sont de nationalité étrangère. Alors, si on voulait dès demain matin, faire de la place dans les prisons pour permettre aux 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année immédiatement faute de place, de pouvoir libérer des places et de pouvoir donner une bouffée d'oxygène à l'institution judiciaire qui certes manque de moyens mais qui est surtout dans une vision politique idéologique qui consiste effectivement à remettre systématiquement en liberté des gens qui n'ont rien à y faire. Alors si nous arrivons au pouvoir, nous engagerons effectivement un virage à 180 degrés de la politique pénale dans 2 ans. Le gouvernement promet un projet de loi sur le séparatisme à l'automne que le Rassemblement national ne votera pas, j'imagine. Écoutez, nous verrons ce qu'il y a dedans. J'ai entendu, alors je vais vous faire une confidence, j'ai découvert cette histoire du certificat de virginité que le gouvernement souhaite supprimer, que certains médecins octroient dans le cadre de pressions qui sont subies par les jeunes filles, par des pressions religieuses, communautaires, qui visent à devoir démontrer par un médecin avant le mariage leur certificat de virginité. J'ai appris que cela existait, le gouvernement a prévu de le supprimer. Je veux dire, c'est une évidence, et évidemment c'est une bonne chose, c'est une évidence, je ne comprends même pas comment cela pouvait exister. Maintenant, face au défi qui est devant nous, j'entends parler le président de la République depuis maintenant 3 ans de séparatisme, de projet de loi contre le séparatisme. Et tous les 6 mois, on nous parle de cela et on nous parle d'une charte de la laïcité. Est-ce que vous pensez vraiment que les islamistes qui sont aujourd'hui organisés en association dans notre pays, qui passent notre temps à imposer des interdits, qui passent leur temps à imposer des interdits à la société française, interdits en matière de liberté d'expression, en matière de droits des femmes, de vêtements pour les femmes, vont trembler lorsque le président de la République va leur faire signer une charte de la laïcité. Et va leur couper les subventions.
Oui, d'accord, mais ça devrait déjà être fait. Mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est fait en Île-de-France. Pourquoi est-ce que c'est fait par la région Île-de-France et c'est une bonne chose? Pourquoi est-ce que les fichiers S, les gens qui sont fichés pour radicalisation, qui sont soit de nationalité étrangère, ne sont pas expulsés, soit qui sont de nationalité française, ne sont pas davantage surveillés? Pourquoi est-ce qu'on n'engage pas des procédures contre eux? Il y a des articles dans le code pénal qui existent. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas toutes les mosquées radicales? Est-ce que vous estimez que la liberté d'expression recule dans notre pays? On est en plein procès des attentats de 2015, notamment contre Charlie Hebdo. Zineb El Razoui parlait de terrorisme intellectuel. Elle était à votre place il y a 2 jours. Je vous ai rapporté la une de Charlie Hebdo parce que j'émets le souhait que aucun de nos concitoyens, qu'aucun Français qui nous regarde n'oublie qu'en 2015, qu'il y a 5 ans, des Français sont morts dans notre pays pour simplement avoir fait ces dessins. Et j'ai voulu en rapporter cette une ce matin parce que, comme beaucoup, je considère aujourd'hui que les terroristes ont gagné. Que ce procès qui s'ouvre, qui s'est ouvert il y a quelques jours, c'est un procès pour l'histoire, mais c'est surtout un procès, je crois, contre une idéologie, contre ce totalitarisme islamiste et surtout contre la lâcheté, les compromissions d'un certain nombre d'élus, de responsables politiques qui étaient tous Charlie il y a quelques années et qui ont fait le choix de se compromettre, de se complaire avec cette idéologie, notamment au niveau local. Souvenez-vous de cette grande manifestation qui a été organisée par le CCIF, le collectif qu'on appelle contre l'islamophobie, qui encourage en l'occurrence la progression de l'islamisme il y a quelques mois dans les rues de Paris, où on a vu M. Mélenchon, M. Jadot, un certain nombre de responsables politiques de gauche, voire d'extrême gauche, avec des militants islamistes qui hurlaient Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan. En 2015, moi j'avais 20 ans et je fais partie de cette génération qui va devoir grandir avec le terrorisme, c'est ce que disait Manuel Valls, et surtout qui va devoir vivre avec ce grand défi. 21% des jeunes Français ne condamnent pas islamiste, l'attentat. Et le chiffre sur lequel, évidemment, je voulais revenir. Ce sont ces 28% également de musulmans qui ne condamnent pas totalement. Qui m'intéresse. Oui, mais ce qui m'intéresse aussi, ce sont les 28% de musulmans qui, en France, ne condamnent pas totalement les auteurs des attaques de Charlie Hebdo. Donc oui, il y a un problème de liberté d'expression. Oui, aucun journal n'a osé publier ce type de caricature. Or, l'esprit français, c'est ça. L'esprit français, c'est la liberté d'expression, qu'elle soit totale dans toutes ses composantes. C'est cet esprit français de satire que les terroristes ont peut-être réussi à vaincre à titre posthume. Le droit de blasphémer a en tout cas été interdit en France en 1881. La victoire posthume en tout cas des terroristes et la défaite pour la France est d'avoir évidemment réussi à rétablir ce droit au blasphème puisque plus personne n'a osé publier ce type de caricature. Donc oui, le fondamentalisme islamiste fait reculer nos libertés, pas seulement nos libertés d'expression, aussi pour les femmes, leur liberté de se vêtir, leur liberté d'être, se mouvoir dans beaucoup de quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis. On avait vu des cafés où les femmes n'étaient pas forcément les bienvenus. Donc effectivement, face à ce défi qui est devant nous, il faut arrêter d'avoir la main qui tremble. Il faut surtout s'attaquer à la racine du mal, fermer les mosquées radicales. Pourquoi est-ce qu'il y a 120 mosquées radicales dans notre pays? Pourquoi seulement 10 ont été fermées depuis 2015? Attendons le projet de loi et on verra si vous le votez ou pas au Rassemblement national, à l'Assemblée. Vous êtes député européen, vous n'êtes pas député, en tout cas sur l'Assemblée nationale. Un mot du Covid. Il y a des mesures qui vont être annoncées à l'issue du Conseil de défense aujourd'hui. Des mesures contraignantes, nous dit-on, parmi les hypothèses les plus dures, limitation des déplacements, des rassemblements, voire reconfinement localisé. C'est justifié. Il faut faire en sorte que cette épidémie ne reflambe pas dans le pays. Écoutez, il faut des consignes claires aujourd'hui. Le gouvernement s'est perdu pendant des semaines et des mois dans la confusion la plus totale. Ils ont fait campagne il y a 6 mois contre le port du masque avec un certain mépris en expliquant que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est limite, il ne faut pas porter un masque sous la douche. Donc il faut des consignes extrêmement claires. Nous sommes favorables à la généralisation du port du masque. Il faut continuer de contrôler nos frontières. Je vous rappelle que les premiers cas de Covid qui ont été détectés en France à la sortie du confinement, que ce soit en France mais aussi dans d'autres pays européens d'ailleurs, sont des cas qui ont été importés. Moi je m'étonne toujours, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger durant le mois d'août, lorsque vous arrivez en France, vous revenez en France, il n'y a absolument aucun contrôle. Dans le pays où j'étais, l'Italie pour ne pas le citer, lorsque vous arrivez, on vous prend la température, lorsque vous êtes dans les restaurants, on prend vos coordonnées de manière à pouvoir vous recontacter s'il devait y avoir un cas contact dans le restaurant. Donc je préfère ces mesures de précaution, ces mesures de confinement, de précaution individuelle plutôt qu'un confinement généralisé. Il faut tout faire pour éviter le confinement généralisé. Il faut évidemment continuer d'accompagner nos entreprises dans cette relance économique. Il y a une mesure que le gouvernement n'a pas prise, mais qui était une réclamation, une demande légitime de tous les chefs de TPE-PME. C'était l'exonération de charges sur le second trimestre. Ça coûte entre 30 et 40 milliards d'euros. Et je crois que cette seule mesure aurait permis une bouffée d'oxygène à nos chefs de TPE-PME. Il y a des exonérations de charges de production, comme le dit le gouvernement. Pas sur le second trimestre et pas pour toutes les TPE-PME. Or, il y a beaucoup effectivement de
secteurs qui sont concernés. Et c'est vrai que les fonds propres qui sont en tout cas alloués directement aux entreprises dans le cadre du plan de relance, 3 milliards, c'est extrêmement faible. Donc il faut éventuellement soutenir la production nationale et pourquoi pas baisser la TVA sur les produits qui sont fabriqués en France pour doper la production nationale. Un dernier mot, le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic, affirme qu'il n'y aura pas de sapin de Noël sur la place de l'Hôtel de Ville car c'est un arbre mort. Il propose une charte des droits de l'arbre. Est-ce que c'est une notion... Le délire habituel des talibans libertaires que sont les élus d'Europe Écologie Les Verts qui sont en croisade. Talibans pour un maire élu démocratiquement? Ce sont des talibans, ce sont des talibans libertaires. Ce sont des gens qui ont un peu la laïcité à géométrie variable. C'est pareil pour le maire de Lyon, d'ailleurs, qui n'a pas voulu participer à une fête chrétienne au motif que c'était une fête chrétienne qui existe depuis le XVIIe siècle à Lyon, mais qui allait le lendemain participer à la première pierre, au dépôt de la première pierre d'une mosquée à côté du stade Gerland. Donc, et ce sont des gens qui ont un peu la laïcité à géométrie variable. Donc il interdit les sapins de Noël. En revanche, tous les élus d'Europe Écologie Les Verts étaient à la manifestation des islamistes du CIF en novembre dernier et hurlaient Allah Akbar avec les islamistes à 100 mètres du Bataclan. Citez-moi un élu vert qui hurlait Allah Akbar au milieu de cette... Ils étaient à 50 mètres, oui. Monsieur Jadot, par exemple. Il a hurlé Allah Akbar. Non mais franchement... Non, mais je ne vous ai pas dit ça. Si, mais ça ne vous choque tous pas. les élus verts hurlaient à Allah Akbar. Pardon, mais ça ne vous choque pas que des élus de la République aillent manifester aux côtés du CCIF, qui militent pour le burkini, contre la loi sur le port du voile intégral. Il faut interdire de la liberté de manifester. Oui, mais pardon, mais il ne faut pas non plus être naïf. Aujourd'hui, il y a toute une partie de la classe politique qui a sombré dans ce que beaucoup appellent le gauchisme culturel, et notamment Michel Onfray, et qui vise à se compromettre aujourd'hui avec des minorités, avec le communautarisme, pour pouvoir se faire réélire aux élections. Et les Verts feraient mieux de s'occuper de l'insécurité dans leur ville, parce que lorsque l'on voit qu'il y a CRS dans sa ville, sur le seul mois de juin à juillet, 50 attaques, 50 agressions gratuites dans la ville de Bordeaux, dont 26 ont été par arme blanche, il ferait mieux de s'occuper de l'insécurité plutôt que... vous a pas attendu. Oui, mais enfin, pour eux, il n'y a pas d'insécurité, il y a des incivilités. Voilà. Or, pour moi, l'incivilité, c'est un défaut de politesse. Il ferait mieux de s'attaquer à ça plutôt qu'à nos traditions et à nos racines. Jordan Bardella était l'invité ce matin de CNews dans la matinale.